Philippe Bilger a été pendant 10 ans avocat général à la Cour d'appel de Paris. Il a été le témoin privilégié des plus grands procès d'assises. C'est la première fois qu'un avocat général nous livre son point de vue et son intime conviction dans des affaires judiciaires qui ont défrayé la chronique. Le 23 novembre 2001, à Toulouse, vers 16h20, un fourgon de Valiance a été attaqué de la manière suivante. Il a été bloqué d'abord par un camion Iveco et ensuite une 4x4 est venue l'empêcher de reculer. C'est un véritable guet-apens qui était tendu. Devant un camion-benne, derrière un 4x4, entre ces deux véhicules, les malfaiteurs ont essayé de coincer un fourgon blindé de transport de fonds. Les douilles tout autour témoignent d'un échange fourni. Attaqués à l'arme lourde par une dizaine d'individus, les convoyeurs ont riposté et réussi à se dégager. Un nombre impressionnant de coups de feu ont été tirés, 76 d'un côté, 36 de l'autre. Parmi les 6 malfaiteurs, on a remarqué un petit homme d'1,66 m pour l'accusation, Antonio Ferrara, qui est venu apposer un pain d'explosifs à la porte arrière du fourgon. Le butin qui se trouvait dans le fourgon était d'1,8 million d'euros. Et heureusement, grâce à un courage et à la maîtrise du conducteur, le fourgon a réussi à se libérer et à repartir. Une marche arrière et grâce à leur sang-froid, les convoyeurs s'en sortent indemnes. Les malfaiteurs sont en fuite, l'un d'eux est blessé. On a déterminé qu'un certain nombre d'accusés avaient participé à cette action. On n'a pas pu tous les identifier. Ceux qui se trouvaient en cour d'assises, en tout cas, pour l'accusation, étaient indubitablement impliqués dans cette affaire. C'est au regard de tous ces éléments que j'ai requis dans le sens que j'ai dit. Il fallait, en effet, tenir compte de la personnalisation des comportements, des passés judiciaires différents, des charges incontestables contre tel ou tel, des doutes au bénéfice de tels autres, et en définitive, ceci m'a conduit à requérir à l'encontre d'Acariès 5 ans, à l'encontre de Böhm 15 ans de réclusion, à l'égard de Ferrara et des autres comme Battini 10 ans de réclusion criminelle. Et cela me semblait correspondre à une vision à la fois juste, rigoureuse, équilibrée de cette affaire criminelle. 15 ans pour Jean-Philippe Bohème, 10 ans pour Antonio Ferrara et Dominique Battini, 5 ans pour Michel Acariès. Les réquisitions de l'avocat général sont lourdes. Pourtant, tout au long des 4 semaines de débat, la défense a fortement stigmatisé les nombreuses failles de l'accusation. En réalité, lorsque j'examine ce considérable dossier criminel, j'ai des certitudes, bien sûr. J'ai le sentiment que ces personnes qui vont se retrouver dans l'espace de la cour d'assises sont, sinon coupables, du moins accablées par de fortes présomptions. J'ai la certitude que pour 2 des accusés, il n'y a pas l'ombre d'un doute pour des raisons incontestables, que pour les autres, ils vont bien sûr, j'en suis persuadé, opposer à
ma tentative de démonstration des dénégations permanentes et absolues et aux questions pertinentes également de la présidente, des réticences, des hésitations, des manipulations. Bref, j'ai la certitude que je vais me retrouver dans ce procès en face d'accusés d'un profil peu ordinaire, avec une défense infiniment combative et une présidence et des assesseurs de haute volée. Au terme de 5 ans d'enquête, ce sont 11 personnes, dont une femme, qui se présentent devant la cour d'assises de Paris dans des conditions de sécurité absolue. Les faits ayant été commis près de Toulouse, il aurait été logique que, bien sûr, le procès se déroulât là-bas. Mais pour des raisons de sécurité, liées surtout à la personnalité de Ferrara, le procès a eu lieu à Paris. Le vendredi 6 novembre 2009, le rideau s'ouvre sur une première audience. Le jury va découvrir la personnalité des accusés, qui pour la plupart ont un CV judiciaire particulièrement chargé. À l'aube, le fourgon cellulaire hautement sécurisé qui transporte Antonio Ferrara entre au palais de justice. Il faut dire que Ferrara n'est pas n'importe quel détenu. Il a plusieurs évasions violentes à son actif, d'où le dispositif maximal employé ce matin. Dans ce procès, 10 accusés, une femme, 9 hommes, 4 personnes incarcérées, un infirme dans une chaise roulante. Ces accusés d'emblée, évidemment, constituent un bloc que je vais devoir individualiser à partir des débats criminels qui vont avoir lieu. Au sein de ces accusés, l'élément, la personnalité dominante était évidemment Antonio Ferrara, dont la présence dans un procès entraîne un certain nombre d'inquiétudes, voire de peur de l'institution judiciaire, tellement il est capable, avec une audace ou parfois une arrogance folle, de mettre du désordre dans l'administration tranquille de la justice. Mais force est de reconnaître que, en ce qui me concerne, dans le rapport que j'ai entretenu avec eux, tout au long de ces débats, je n'ai pas eu l'ombre d'un problème avec eux, sauf peut-être, mais ce qui est tout à fait normal, quelques mouvements d'humeur de Vitini ou d'Acariès qui considéraient qu'il était forcément coupable à mes yeux, et de fait, il l'était. Mais avec Ferrara, notamment, avec Dominique Battini, avec les autres que je n'ai pas mentionnés, l'atmosphère générale s'est déroulée, s'est manifestée d'une manière très convenable sur le plan judiciaire, et je crois que l'explication de cette relative harmonie vient du fait qu'ils ont senti qu'au-delà de ma tâche de ministère public, je n'avais pas mépris et ostracisme fondamental pour les êtres humains que j'avais en face de moi. Effectivement, ce procès marque un tournant dans le traitement judiciaire d'Antonio Ferrara. 10 mois plus tôt, le premier procès de son évasion de Fresnes s'était terminé en pugilat. Il n'est plus possible de reprendre un procès normalement avec ce qui a été vécu hier, c'est-à-dire une explosion de violence. Et dans ces conditions, nous nous refusons à jouer les alibis. Les avocats de 4 des accusés refusent désormais de défendre leurs clients, malgré les sanctions qu'ils peuvent encourir. Quant aux accusés en question, dont Antonio Ferrara, ils ont fait savoir qu'ils ne remettraient plus les pieds dans le box. Mais depuis, la justice semble plus sensible aux arguments des défenseurs de Ferrara. 4 mois après le naufrage du procès de Fresnes, Antonio Ferrara est acquitté en appel pour le braquage de Gentilly. Le roi de la Belle était accusé d'avoir participé en 2000 au braquage d'un fourgon blindé, filmé ici par un vidéaste amateur. Le butin, 41 millions de francs, environ 6 millions d'euros. L'un des plus gros coups de ces 20 dernières années.
L'ADN d'Antonio Ferrara retrouvé sur l'un des chargeurs non utilisés n'a pas suffi à convaincre les jurés. Faute de preuves et d'aveux, ils l'ont acquitté ainsi que Joseph Menconi, son coaccusé. La justice exige désormais des preuves irréfutables pour condamner Antonio Ferrara. La simple évocation de sa légende ne suffit plus à convaincre les jurés de sa culpabilité. Les enquêteurs ont-ils cette fois suffisamment de preuves? C'est tout l'enjeu de ce procès. Comme toujours, lorsque Ferrara est dans le box, les journalistes présents sont attentifs et scrutent le moindre détail. Ces personnages au destin judiciaire chaotique exercent une grande fascination. Ça faisait 8 ans que je parlais de ces garçons et que je ne savais pas à quoi ils ressemblaient. J'avais vu vaguement quelques photos. Bon, je savais Ferrara, je savais qui il était, mais les autres, Bum, Vitini, je ne savais pas à quoi ils ressemblaient. Donc j'étais impatient de les découvrir. Ce que j'ai en mémoire par rapport à l'entrée dans le box, c'est de voir arriver des gens, Monsieur Tout-le-Monde, voilà, des gens assez différents. Il y a le côté cabot de Ferrara, il y a le côté très élégant de Vitini, qui est en costume. Il y a le côté tout de suite taiseux, secret de Battini. Il y a la carrure de Bum. Enfin bon, il y a des choses comme ça. Et puis alors la sécurité. Derrière eux, ils ont des gendarmes. Et notamment, il y en a 2-3, c'est des montagnes. C'est ça, l'ouverture, pour moi, c'est ça. C'est ça. Et puis les commentaires des gens autour de moi qui voient défiler tous ces voyous. Et voilà. Enfin, c'est particulier parce qu'il y a aussi Acariès, Michel Acariès, qui lui est dans un fauteuil, qui n'est pas détenu, qui a eu un grave accident de moto parce que poursuivi par les gendarmes suite à un délit de fuite. Il sait qu'il est recherché puisqu'il a laissé son sang sur place. Donc, il a pris des risques en moto, il s'est cassé la figure, il est paralysé. Et donc, il y a ce garçon qui est à l'extérieur du box avec son avocat. Et je me souviens du regard de Ferrara vers Acariès, les clins d'œil, les sourires. Voilà. Ça, c'était aussi un moment assez fort. On sentait une complicité et le plaisir de Ferrara de voir Acariès. Même si l'accusation ne lui attribue que le rôle de l'artificier, Antonio Ferrara est toujours la star des assises. Moi qui suis ces affaires judiciaires depuis maintenant un petit moment, Ferrara, c'est un nom. Et donc moi, j'avais beaucoup d'impatience à découvrir ce personnage. Et je vois arriver un type hyper souriant, détendu, alors que quand même, il est à l'isolement depuis plusieurs années en prison, seul. Et on a l'impression que ce procès, c'est un peu une fête pour lui. Parce qu'en fait, pendant 6 semaines, il va être au contact de ses amis, notamment de Battini. Il est constamment en train de discuter avec ses voisins. D'ailleurs, plusieurs fois, ça lui a été reproché par l'avocat général durant ce procès. Toujours en train de tchatcher. Manifestement content de retrouver ses vieux copains qu'il n'a pas les loisirs de voir, évidemment, quand il est en prison, puisqu'ils sont tous en prison, donc je pense pas qu'ils doivent lui rendre visite. Donc plutôt sympathique, évidemment, comme il est souvent décrit. Alors, il passe les audiences à regarder dans la salle, à faire des clins d'œil à tout le monde, y compris aux journalistes. Il a un côté très cabot, et voilà. Et puis, il est capable de répliques extraordinaires. C'est-à-dire que le premier jour, les accusés se présentent les uns après les autres. Lui, il se lève, il décline son identité, Antonio Ferrara, célibataire, je suis né en Italie. Il dit « innocent ». Puis il se reprend et dit « non, Madame la Présidente, profession innocent ». C'était tellement... Puis on sent un naturel, alors que je pense que rien n'est naturel. Je pense qu'il y a une faculté à savoir se défendre, à savoir séduire les jurés notamment, qui est au-dessus de la norme. Je ne pense pas que ça soit un truc qui vienne comme ça, innocemment. Mais bon, quand on assiste à ça, on se dit, bon, quand même, oui, il est doué. Il était essentiel, compte tenu justement de la personnalité de Ferrara et de l'aura un peu intimidante qu'il créait et de la peur qu'on avait de certains de ses débordements et peut-être même des risques d'évasion, il était essentiel
qu'en face de ces accusés, il y ait une magistrature cohérente, efficace, courtoise, respectueuse, mais pugnace. Et ça a été totalement le cas avec la présidente Laurence Turbébion, les assesseurs et en particulier, à mon sens, le plus grand juge d'instruction français à l'époque, Renaud van Ringbeck. Ces magistrats, et notamment la présidente, ont su d'emblée, dès le premier jour, entretenir un lien avec Antonio Ferrara qui a permis d'instaurer un climat qui a duré jusqu'à la fin du procès. C'était très difficile de cerner cet homme que l'on avait à juger, cette personne qui vient d'un milieu modeste, a un côté jovial, a des capacités, a un sens de l'humour aiguisé, n'est pas antipathique, est plus impertinent qu'insolent. Il est assez respectueux, il a été assez respectueux de la cour, il n'y a pas eu à le reprendre spécialement. Mais par ailleurs, vous avez aussi le côté sombre du personnage, qui est quand même rompu au garde à vue, impliqué dans pas mal d'affaires, reconnu coupable quand même dans certaines, qui a pas mal d'années de prison à son actif, et qui a quand même été, excusez du peu, impliqué et reconnu coupable dans 2 évasions, dont l'une retentissante. Celle de 98, moins, mais elle existait quand même. C'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être enfermé, qui est adapté à la prison, qui fait sportif, qui fait beaucoup d'activités, qui n'est pas dépressif, qui dort bien, qui mange bien, qui cantine tout un tas de petites crèmes pour être en forme pour pouvoir faire son sport, mais qui est à l'isolement total depuis 2003, depuis la 2e évasion, depuis août 2003. Et pour autant, vous avez quelqu'un, est-ce que c'est une façade ou pas, je ne sais pas, qui ne se plaint pas, même s'il y a des témoins qui vont venir dire par rapport au milieu carcéral que c'est très difficile l'isolement à vivre, lui ne se plaint pas. Il est au quartier d'isolement depuis de nombreuses années. Il n'a plus eu aucun contact avec un être humain direct, si ce n'est des surveillants. Les parloirs se déroulent derrière une glace sécurite. Et il n'a même pas pu avoir la possibilité, le privilège de serrer sa propre mère dans ses bras, puisqu'il est totalement isolé. Et il va subir toutes les épreuves judiciaires que son parcours procédural va lui faire subir, avec le même état d'esprit, dans la sérénité, dans le calme. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, affronte la justice avec beaucoup de calme. Du calme et de la patience. Et le temps semble jouer pour lui, car au fil des ans, la théorie policière qui fait de lui un spécialiste des explosifs et des fourgons blindés semble prendre l'eau. Car depuis qu'il est mis en examen dans l'affaire de Toulouse, la police le voit sur toutes les attaques de transport de fonds. On l'imagine sur le coup de Nanterre le 5 mai 2000. Aucune preuve. Il est environ 14h30. Un fourgon de la société Ardial vient de quitter la poste principale de Nanterre et se dirige vers la Banque de France, située également à Nanterre. En plein centre-ville, dans une rue étroite, le fourgon est bloqué par 3 voitures volées. 8 à 10 individus masqués tirent avec des kalachnikovs sur le pare-brise. Une arme a été retrouvée sur place. Ils ont ensuite fait sauter la porte arrière du fourgon avec un lance-roquettes. Dans l'attaque, 2 convoyeurs de fonds ont été grièvement blessés, un autre plus légèrement. Puis sur l'affaire de Gentilly le 26 décembre 2000. Acquitté malgré un ADN découvert sur le chargeur d'une arme. Le 23 novembre 2001, c'est la fameuse attaque avortée de Toulouse. Puis le 23 mai 2002, c'est le braquage lui aussi raté d'Emmerinville. L'attaque au lance-roquettes a été particulièrement violente. Les parois blindées du fourgon n'y ont pas résisté. Il est 14 h et les malfaiteurs s'enfuient poursuivis par la police. Premier coup de feu. On les perd, puis on les retrouve. Dans la rue principale de Limeuil-Brévannes, pour se frayer un chemin, les braqueurs ouvrent le feu au hasard avec des armes de guerre. Uzi, Kalachnikov,
Un policier est blessé à la cuisse. Des armes sont perdues pendant la course-poursuite. Les passants se protègent comme ils peuvent. Cette équipe, on le voit, est particulièrement déterminée et extrêmement dangereuse. C'est d'ailleurs en remontant la piste des téléphones portables de l'attaque de Toulouse qu'Antonio Ferrara est finalement arrêté le 13 juillet 2002, après 4 ans de cavale. La police découvre chez lui la facture d'un restaurant Flunch proche de Toulouse, datant d'une semaine avant l'attaque. Les indices sont minces, mais concordants. Antonio Ferrara a été arrêté hier matin à Athis-Mons, en région parisienne, alors qu'il sortait de son domicile pour prendre sa moto devant cette gare. Les policiers de l'Office central pour la répression du banditisme retrouveront sur lui un calibre de 9 mm. À son domicile, plusieurs faux passeports, 30 000 € en liquide et un plan d'attaque de fourgon. Antonio Ferrara est soupçonné d'être l'un des auteurs de plusieurs braquages survenus en région parisienne ces dernières années, comme ici à Gentilly en décembre 2000. En juillet 2002, Antonio Ferrara est sous les verrous avec la réputation chevillée au corps de spécialiste des explosifs. Son évasion spectaculaire de la prison de Fresnes le 12 mars 2003 plaide dans ce sens et en fait l'ennemi public numéro 1. C'est une opération commando. Pour détruire une porte de la prison, des explosifs. Pour neutraliser les miradors, des lance-roquettes et des voitures en feu pour faire diversion et empêcher l'intervention de la police. Antonio Ferrara vient de s'évader de la prison de Fresnes. Et dans le box des accusés, on retrouve aux côtés de Ferrara un autre personnage qui a participé à l'évasion de Fresnes. À côté de lui, il y a Battini. Battini Ferrara, on sait que la relation est très importante puisque Battini est le seul à avoir reconnu sa responsabilité dans l'évasion de Fresnes, puisque malheureusement pour lui, il a laissé un œil sur place. C'est lui qui a fait sauter la porte de la prison de Fresnes. Et lors de l'explosion, il a perdu un œil. Donc on a retrouvé son sang sur place. Donc on est sûr que Battini était sur place. Et Battini, beaucoup estiment que c'est un peu lui qui a été le moteur pour aller chercher Ferrara en prison. Et entre les deux, ils passent les audiences à parler. Ils sont dans le box, ils se baissent. Ils parlent. Alors, qu'est-ce qu'ils se racontent? Chacun est en prison de son côté. Voilà, ils se racontent leurs histoires. Et là, il y a une vraie complicité. De l'autre côté, Bum et Béranger fonctionnent un peu de leur côté, plutôt neutres. C'est des gens... on sent que c'est Marseillais. Là, on sent que c'est aussi des voyous, mais ça n'a pas la même carrure. Bohème, Béranger, Acariès. Ce sont les Marseillais de cette équipe à tiroir. Moins connus que Ferrara ou Vittini, ils n'en sont pas moins de redoutables voyous professionnels. Jean-Philippe Bohème est un garçon assez discret, inconnu, je crois, du grand public, marié à l'époque des faits, qui avait une vie familiale, une vie sociale tout à fait normale. Pas d'activité professionnelle déclarée, si ma mémoire est bonne, et qui avait été condamné simplement au début des années 2000 pour une affaire d'association de malfaiteurs. On l'avait trouvé avec quelques autres dans un appartement avec des armes et quelques gilets pare-balles. Ce qui est un peu curieux, c'est que quand la police niçoise arrête Bohème, un cousin d'Acariès, et d'autres personnes dans une planque de braqueurs, parce qu'il s'agit de ça, avec des explosifs et des kalachnikovs à Nice, ce qui est un peu curieux, c'est qu'il n'y ait pas de rapprochement qui soit fait avec l'affaire de Toulouse et qu'on ne dise pas automatiquement qu'il s'agit de la même équipe, alors que très visiblement, il y a des personnes qui sont suspectées d'avoir été sur l'affaire de Toulouse. Et d'autre part, il y a une composante corse dans cette arrestation niçoise, puisqu'il y a une personne qui gère des entreprises à Nice et qui passe pour le correspondant local de la brise de mer à Nice. Donc il y a des fortes ressemblances entre ces deux affaires, et pourtant elles ne sont pas liées. Et d'autre part, les personnes de Nice seront condamnées pour une association de malfaiteurs, puisque
on ne leur reprochera pas d'autres braquages. Alors qu'ils avaient dans leur plan des cartes, des schémas avec des tournées de fourgons, une tournée de fourgons blindés dans la région niçoise. Jean-Philippe Baume, lui, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'effets, il restait plutôt calme, il parlait assez peu, me semble-t-il. Plutôt un peu, quand même, il avait l'air un peu plus concerné, on va dire, que par exemple Ferrara. Ou Battini, qui était un peu ailleurs, en fait. Je ne sais pas si c'est à cause de son œil de verre qu'il n'avait pas l'air extrêmement présent. Et sinon, Vittini, lui, était extrêmement présent, au contraire, apparemment très intéressé à se défendre au mieux pour ne pas être condamné. Mais c'est quelqu'un qui fait c'est un peu le corps ombrageux, enfin, pas très rassurant, a priori, comme ça. Évidemment, rien à voir avec une personnalité comme celle de Ferrara. Alexandre Vittini, d'abord, c'est un beau mec, grand, brun, un accent corse à couper au couteau. C'est le seul qui est en costume. Et il y a une sorte d'autorité naturelle chez lui. C'est-à-dire que j'ai une scène qui m'a marqué. Quand il est venu se présenter, donc il s'est déplacé, il a quitté sa place pour se déplacer vers le micro. Il a commencé à parler. Et à côté de lui, il y avait Ferrara et Battini qui continuaient leur cirque à faire comme s'ils étaient au comptoir, au café du commerce, quoi. Vittini parle, se présente, commence à dire que de toute façon, moi j'étais pas là, j'étais à Bastia, etc. Et puis il y a les autres qui piaillent. Et à un moment, il se tait, il se tourne, il dit « Oh, je parle là !» Il y a une autorité très forte. Ça a eu un effet sur Battini. Par contre, ça n'a pas du tout plu à Ferrara, qui l'a regardé, l'air de dire « Mais tu te prends pour qui ?» C'est vrai qu'il y avait peut-être dans ce commando, s'il a existé, un antagonisme entre les deux. Alors Alexandre Vittini, c'est un homme intelligent, courtois, séducteur. Il se présente dans le box de la cour d'assises sous les meilleurs auspices. Le seul déficit, c'est qu'il a déjà été condamné par la cour d'assises de Nice avec Dominique Battini et que par conséquent, s'agissant d'une condamnation criminelle, on la met en évidence pour dire que ce peut être quelqu'un de dangereux. Ensuite, on lui reproche, entre guillemets, d'être le fils de Daniel Vittini, qui aurait été dans un entourage de grand banditisme en Corse, et dont on pense qu'il aurait pu hériter d'un certain nombre de méthodes, ce qui le présente de manière désagréable devant la cour d'assises. Mais sinon, au regard de ses explications, tant devant le juge que devant la cour d'assises, il est intelligent, cohérent et démonstratif. Donc c'est intéressant pour la défense. Au moment où l'attaque se produit, Alexandre Vittini, c'est pas nécessairement quelqu'un de très connu. On a l'impression dans le milieu. C'est quelqu'un qui a fait quand même des braquages dans les années 90 avec des Corses dans la région niçoise, qui faisait toute une équipe assez active, et puis qui a un peu disparu des radars entre-temps. Mais en revanche, son père est quelqu'un de très connu en Corse, à la fois pour des activités légales dans la distribution de vins et spiritueux à partir de Corté. C'est quelqu'un qui a une très grosse affaire. Et puis, c'est quelqu'un qui passe pour une sorte peut-être de financier ou de quelqu'un de très proche, de conseiller du gang de la Brise de Mer. Vittini, en fait, le fils Vittini s'affirme dans l'affaire de Toulouse parce que c'est le lien incontournable avec la Corse, puisque les policiers ont ces appels téléphoniques qui arrivent dans la famille Vittini quand il s'agit de secourir un blessé. Donc je pense que son rôle est amélioré un petit peu par la police, parce qu'il mène tout droit à la Corse et à la Brise de Mer, et sans doute à ces fantasmes de banditisme corse. Effectivement, Alexandre Vittini n'est pas n'importe qui. Son père, Daniel Vittini, aurait dû être à ses côtés dans le box des accusés. Malheureusement pour lui, il a été exécuté un an plus tôt, en juillet 2008, de 4 balles de 11,43 dans la tête.
Daniel Vitini était un pilier du fameux gang de la Brise de Mer. Les enquêteurs estiment qu'il est peut-être le cerveau de cette affaire de Toulouse. Car toutes les pistes mènent en Corse. Même si les Corses ne sont qu'une composante du commando présumé, l'ombre du milieu insulaire plane sur ce procès. Ça fait 15 ans que je travaille sur le dossier corse, une dizaine d'années sur les voyous corses, sur ce phénomène criminel organisé. Et donc, inévitablement, je suis en contact avec à peu près les principaux les protagonistes de chaque univers, policiers, magistrats et autres, qui travaillent là-dessus également. Les policiers qui travaillent là-dessus, qui travaillent sur les voyous corses, qui suivent ça depuis longtemps, ça me frappe toujours énormément de choses. Mais il y a toujours un degré, un écart, un fossé même des fois, entre ce qu'ils savent et ce qu'ils sont capables de démontrer, et ce qu'ils sont capables de transmettre à la justice. Mais les écoutes administratives, ce qu'ils appellent les écoutes GIC, permettent en amont d'une procédure judiciaire de savoir beaucoup de choses sur qui a fait quoi. Mais on est dans un état de droit et on ne peut pas faire rentrer des écoutes administratives dans une procédure judiciaire. Après, on va essayer de faire rentrer des bouts d'enquête dans une connaissance qu'on a préalable, hors procédure judiciaire. Et Toulouse obéit un peu à ce cadre-là. C'est-à-dire que les policiers, et pas que Toulouse, il y a un grand nombre de braquages qui ont été réalisés pendant cette période qui obéissent un peu au même schéma. C'est-à-dire qu'ils avaient une connaissance préalable à l'ouverture d'informations judiciaires, et après, ils ont essayé de faire rentrer les bouts dedans. Est-ce que le travail policier sera suffisamment probant pour obtenir la condamnation de cette équipe? Ce sera bien entendu au jury d'en décider. Le second jour d'audience, les convoyeurs viennent à la barre pour raconter comment ils ont vécu l'attaque de leur fourgon. L'accusation compte beaucoup sur leurs témoignages pour convaincre le jury de l'extrême gravité des faits. Dans les affaires criminelles où des vols à main armée sont commis dans les banques, j'ai souvent été frappé par le fait que les employés de ces banques, de ces établissements, venaient témoigner et, évidemment, pour atténuer le traumatisme qui avait été le leur, avaient tendance à minimiser les faits et à ne pas chercher à persuader les jurés de la gravité de ce qu'ils avaient subi. Pourtant, dans le procès qui concernait cette attaque infructueuse du fourgon, on a eu des témoignages très différents parce qu'ils émanaient de convoyeurs qui étaient des professionnels de la sécurité, qui étaient chargés de protéger ces sommes très importantes et qui s'étaient battus très courageusement pour empêcher la commission du crime dans sa plénitude. Parmi les 4 convoyeurs, la personnalité du chauffeur Christian Montreuil se dégage. C'est grâce à son expérience et à son sang-froid que l'attaque a échoué. Je me souviens de son témoignage à la barre, le deuxième jour d'audience, qui avait été un témoignage fort parce que la première audience, on a eu un peu le sentiment que c'était un peu du cinéma. Il y avait un côté, ces beaux mecs, ces voyous, là, il y avait un côté un peu film noir. Et avec le témoignage de Montreuil, mais aussi de ses collègues, on est rentré dans la réalité d'une attaque de fourgon blindé avec quand même, en quelques minutes, une centaine de coups de feu. Le pare-brise blindé du fourgon qui est épais comme ça, qui explose. Il y a un trou au niveau de la tête du chauffeur, il y a un trou de balle de tennis. Et là, pour les jurés, ça a été quand même, à mon avis, un choc. Enfin, pour les jurés, pour toutes les personnes dans l'assistance, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'était pas du cinéma, que c'était une attaque, que c'était très violent, qu'il y avait des hommes qui avaient failli mourir. S'il ne s'était pas baissé, il était convaincu qu'il aurait été tué. C'est-à-dire s'il ne s'était pas couché sur la banquette avant, puisque c'est lui le conducteur, il était persuadé qu'il aurait été tué, puisqu'effectivement il y avait des impacts, non seulement beaucoup d'impacts de balles dans la vitre du fourgon, mais aussi un impact de balles sur un des sièges. Et les uns après les autres, ils sont venus raconter ça. Alors chacun avec leur vécu. Montreuil, son truc, c'était, il disait, mon obsession, c'était d'arriver à dégager le camion.
il y est arrivé. Ses collègues, eux, ils tiraient. Il avait 2 collègues qui ont tiré. Et c'est comme ça, parce que Michel Acariès a été blessé, que le commando a arrêté de leur tirer dessus et que c'est sans doute pour ça qu'ils ont réussi à se dégager. Et puis à l'arrière, il y avait un quatrième convoyeur. C'était la première fois qu'il montait dans un fourgon. C'était son premier voyage, son premier transport de fonds. Et ce type, ce personnage est venu témoigner, il tremblait. C'est-à-dire que 8 ans après, il en tremblait encore. Et il n'arrêtait pas de dire « Je n'ai rien vu, je ne voyais que la mort. Je pensais que j'allais mourir. » C'est-à-dire qu'il était à l'arrière, les balles rentraient dans le fourgon, et lui, voilà, il se voyait mort, quoi. Il se voyait mort, et 8 ans après, on avait l'impression qu'il ne s'en était pas encore remis, quoi. Il est monté ce jour-là dans un fourgon, il n'est plus jamais remonté de sa vie dans un fourgon blindé. Il disait même, quand je vois un fourgon dans la rue, je traverse. Ces convoyeurs, finalement, sont venus raconter à quel point l'action avait été violente, décisive, elle aurait pu être mortelle, et loin d'atténuer les faits dont ils avaient été victimes, dont ils auraient risqué d'être victimes, ils sont venus les rappeler dans leur intensité, dans leur violence, et je pense que les jurés, en les entendant défiler à la barre avec leur sincérité et parfois leur émotion et leur certitude, pour certains, d'avoir été très proches de la mort, ont été emplis de la conscience de la gravité de ce processus criminel. Il fallait cela parce que sinon, bien sûr, les accusés, avec leur attitude tranquille, faussement sereine, auraient pu donner l'impression à ce jury populaire qu'au fond, bien sûr, ils avaient à juger, mais que l'affaire, en définitive, n'était pas aussi capitale et importante que l'accusation voulait bien le dire. La qualification de tentative d'assassinat, personne ne l'a contestée. La souffrance de ces personnes-là, le traumatisme, on avait des expertises psychologiques au dossier de ces 4 convoyeurs, même si le chauffeur avait une expérience solide et n'a pas perdu ses moyens, et c'est ce qui a permis de sauver cette équipe-là, c'était pas discuté. Même les accusés n'ont pas osé quand même dire que c'était du petit traumatisme de cambriolage. Je crois que c'est pas ça la question. Et effectivement, la cour d'assises a pris le temps de les écouter, a montré, y compris a fait venir donc dans la salle d'assises le pare-brise qui avait été analysé par l'expert balistique. Donc ça impressionne, bien sûr. Donc effectivement, côté partie civile, c'est très douloureux de voir que on a frôlé la mort. Il y a bien tentative d'assassinat, la qualification n'est pas discutable, et tentative de vol, mais on peine à identifier les auteurs. C'est en effet un problème récurrent dans ce genre d'affaires. L'accusation ne dispose d'aucune preuve formelle d'identification des suspects, à part 2 ADN, notamment celui de Michel Acariès, que la Cour interroge le 4e jour d'audience. Michel Acariès, c'est vraiment un braqueur endurci. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs passages devant des cours d'assises sur les 20 dernières années pour des hold-up. C'est un équipier apparemment très, très sérieux dans les affaires d'attaque de fourgon, puisqu'il apparaît sur d'autres affaires, notamment celle de Gentilly. Il n'a rien à perdre en fait dans ce procès, et je crois que il sait qu'il est presque intouchable au stade où il en est, puisqu'il est tétraplégique après un accident de moto. Et d'ailleurs, quelques mois plus tôt, il y a eu le procès de Gentilly. Et l'avocat général a dit, quant à Michel Acariès, aucune peine ne pourra être plus importante que celle qui lui est déjà infligée, de se retrouver dans un fauteuil roulant. Donc à l'époque, il écope dans mes souvenirs, quelque chose comme 5 ans, qui sont déjà couverts par la détention provisoire. Et il y a une sorte de... Voilà, la justice ne l'exonère pas, mais considère que toute sanction serait aujourd'hui disproportionnée pour un homme qui n'est plus capable de commettre ce type de braquage.
Michel Acariès était le seul à avoir reconnu les faits et à maintenir ses aveux donc devant la cour d'assises. Pour autant, c'est quelqu'un qui avait peur. Quelqu'un qui était rangé, bien sûr, depuis cet accident qu'il avait mis dans un fauteuil roulant qui remontait à 2002. Donc les débats, c'était assez fatigant pour lui dans la mesure où il avait le dos fatigué. Il avait fallu que l'on trouve un lit pour qu'il puisse s'allonger pendant les pauses. Donc effectivement, on pouvait peut-être espérer qu'à la faveur de fatigue, d'une faiblesse, il livre un peu ses comparses. Parce qu'après tout, il n'y avait que lui qui était impliqué, a priori, directement, par des aveux. Je ne sais pas si Acariès a vraiment peur, mais cette défense de dire qu'il y a des gens dangereux, dont il a peut-être fait partie à un moment de sa vie, à l'extérieur, et qui risquerait de le menacer ou de s'en prendre à lui s'il faisait des révélations, c'est un peu une défense qu'on voit dans de nombreux procès, en fait. Quelqu'un qui se retrouve avec une arme, on leur dit « Qui vous a confié cette arme ?» « Bah oui, mais je ne peux pas vous le dire, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux qui pourrait s'en prendre au mien ou à moi. » C'est un peu l'excuse qui a été répétée des milliers de fois devant des cours d'assises. De toute façon, il est quand même extrêmement rare que des braqueurs mettent en cause d'autres personnes devant les assises. Ça peut arriver en cours d'instruction ou devant la police avec ce qu'on peut appeler des balances, mais au procès, il y a très peu de choses qui sortent sur le rôle des uns ou des autres, à moins qu'il y ait un contentieux lourd entre différents accusés. Mais c'est quand même rare. Effectivement, la présidente n'a pas l'air d'excessivement insister pour que Michel Acariès finisse par donner le nom de ses complices. Puisque lui, on sait qu'il était vraiment sur les lieux de l'attaque du fourgon blindé. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement parce qu'elle sait que c'est un peu perdu d'avance, qu'il y a un code d'honneur parmi ces voyous? Surtout ceux-là, parce ce sont des bandes d'amis, enfin des bandes d'amis reconstituées. Il y a les Marseillais d'un côté, les voyous de la banlieue sud, les Corses, enfin, avec des liens à chaque fois dans les trois groupes. Ils sont tous passés aux assises quand même plusieurs fois. Est-ce qu'elle ne sait pas d'avance que de toutes les façons, il ne donnera jamais ses amis? D'ailleurs, il finit par dire à la fin, « Je ne suis pas un donneur ». Et pourtant, Michel Acariès va tout de même donner le nom d'un complice. L'homme qui l'a amené sur l'affaire de Toulouse s'appelle Jean-Claude Lacombe, un homme qui a été lui-même impliqué dans l'attaque d'Aubagne le 16 août 2002. Les pompiers terminent d'éteindre les véhicules incendiés par les gangsters. Il est midi. Le braquage s'est déroulé il y a moins de 20 minutes. Le fourgon blindé, alors qu'il terminait sa tournée, a été attaqué dans la zone industrielle d'Aubagne. Bloqué à l'avant par un camion et à l'arrière par un 4x4. Sous la menace d'un lance-roquettes et de fusils d'assaut, les malfaiteurs ont obligé les 3 convoyeurs de fonds à sortir du fourgon. Aucun d'eux n'a été blessé. Puis, les gangsters ont posé une mine magnétique sur le côté du fourgon afin de forcer le blindage. Trahi par son ADN, Lacombe est arrêté 4 ans plus tard. Il balance en garde à vue 3 complices, Bohème, Béranger et Acariès, tous 3 mis en cause à Toulouse. Les aveux de Lacombe passés devant les policiers et le juge d'instruction à propos de l'affaire d'Aubagne ont été des aveux qui ont été rétractés 2 jours après dans des circonstances tragiques, puisqu'il s'est suicidé en laissant un mot, en disant que ce qu'il avait pu dire 2 jours auparavant n'était pas l'expression de la vérité. La difficulté qu'on a en défense par rapport à ces situations-là, c'est que les magistrats continuent d'accorder énormément de crédit aux premiers aveux, arguant notamment que les aveux étaient circonstanciés, qu'on ne comprendrait pas qu'un homme du profil de Lacombe ait pu balancer ses amis si ce qu'il avait dit n'était pas l'expression exacte de la réalité. Et on a véritablement le sentiment dans un procès de ce genre que l'aveu pèse beaucoup plus que sa rétractation. Jean-Claude Lacombe va devenir l'alibi de Jean-Philippe Bohème pour le casse de Toulouse. Très opportunément, selon les policiers, puisque décédé, il ne peut plus le contredire. La défense de Jean-Philippe Bohème reposait tout entière sur la présence de Lacombe sur les lieux du braquage, parce que c'est grâce à cette présence qu'on arrivait à expliquer la présence de la paire de lunettes avec son ADN. Il ressortait du dossier que Lacombe avait été le conducteur du fourgon Iveco qui, à Aubagne,
avait permis de bloquer le fourgon blindé. Or, à Toulouse, c'est un fourgon Iveco exactement du même type, volé exactement dans les mêmes conditions, qui avait été utilisé avec cette précision supplémentaire que Michel Acariès disait que Lacombe était présent sur les lieux de ce braquage et que Lacombe était presque le seul d'ailleurs qui habitait à proximité immédiate de Toulouse. Donc, je crois qu'on arrivait à démontrer que la présence de Lacombe était, sinon certaine, en tout cas extrêmement probable. Et c'est cette présence qui nous permettait d'expliquer celle de la paire de lunettes sur laquelle on a retrouvé l'ADN de Jean-Philippe Bohème, pour dire les choses de manière plus simple encore, la paire de lunettes de Jean-Philippe Bohème. La particularité de cette paire de lunettes, c'est qu'elle a été trouvée sur les lieux du braquage, au sol, complètement fermé, avec les branches des lunettes qui étaient complètement fermées. Et la thèse de la défense de Bohème consistait à dire des lunettes qu'on porte sur le visage, si elles doivent tomber au sol à un moment ou à un autre, se retrouvent forcément avec les branches ouvertes, ou au moins une des deux branches ouvertes, mais pas dans cette position complètement fermée. Si les lunettes sont au sol et fermées, c'est qu'elles sont tombées d'une poche. Ça, c'était pour moi quelque chose qui était de l'ordre de la certitude. Il ne restait plus qu'à trouver quel était le porteur du blouson de la poche duquel les lunettes sont tombées. Et Bohème l'ayant toujours reconnu, vu chez Lacombe quelque temps auparavant en train de faire du quad notamment, l'explication de Jean-Philippe Bohème était de dire, quand j'ai fait du quad chez mon ami, j'ai enlevé cette paire de lunettes, qui n'est d'ailleurs pas une paire de lunettes de vue, puisque les verres sont des verres neutres, j'ai dû la glisser dans la poche de la veste avec laquelle j'ai fait du quad, et c'est cette veste que Lacombe a dû prendre quand il est parti au braquage avec Acariès. La thèse était peut-être difficile à entendre sur le terrain des probabilités, mais je crois qu'elle avait profondément quelque chose qui était de l'ordre du possible. C'est dès le 10e jour d'audience, lorsque la défense va mettre en cause le travail policier sur la téléphonie, que l'accusation va voler en éclats. L'enquête de police a accompli un travail considérable pour déterminer les trajets des accusés, la manière dont ils se trouvaient là, et ceux-ci, par ailleurs, ont tout fait pour brouiller les pistes, falsifier les numéros, laisser croire qu'ils avaient d'autres portables alors qu'ils en avaient tel ou tel. Je dirais que, en définitive, la cour d'assises a dû consacrer une journée entière à l'analyse détaillée de ces bornages téléphoniques et de fait, grâce à une forme de collaboration, de concertation entre la défense et l'accusation, entre la cour et la défense, nous avons pu déterminer, sinon un certain nombre de certitudes, du moins dans certains cas, des approximations, des doutes et des incertitudes. Pour essayer de rechercher les auteurs des faits, les policiers ont immédiatement travaillé sur la téléphonie, avec une technique qui était tout sauf stupide. Ils ont étudié la balise qui couvrait le lieu du braquage. Ils ont identifié tous les numéros de téléphone qui sont passés par cette balise au moment du braquage. Ils ont éliminé tous les numéros de téléphone pour lesquels ils avaient réussi à trouver un utilisateur légitimement identifié et abonné. Il leur est resté 7 téléphones. Ils ont fait la constatation immédiate que ces 7 téléphones ne fonctionnaient qu'entre eux. Et donc ils ont immédiatement conclu que ces téléphones qu'on appelle des téléphones dédiés, des TOC dans le jargon, étaient des téléphones qui étaient forcément les téléphones des braqueurs. D'autant plus qu'ils ont immédiatement constaté que ces téléphones avaient fonctionné au temps du braquage et à une ou deux reprises auparavant dans les 2 mois qui avaient précédé, pour ce qui apparaissait alors évidemment un temps de repérage. Une fois ces téléphones identifiés, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, parce que comme les téléphones fonctionnaient entre eux et uniquement entre eux, on ne pouvait pas remonter sur d'autres lignes téléphoniques qui auraient été plus personnelles à l'auteur des faits. Et donc l'idée des policiers, ça a été de dire, puisqu'on a, grâce à du sang et à un ADN, identifié une personne présente sur les lieux, on va faire dans son environnement les gens qui auraient pu être susceptibles d'intervenir sur ce braquage avec lui, et on va étudier la correspondance entre leur téléphone portable personnel et ces 7 téléphones-là, jusqu'à ce que les policiers arrivent à déterminer que
d'une manière qui leur paraissait statistiquement improbable. Les téléphones personnels d'un certain nombre d'individus s'éteignaient à Marseille, en Corse, à Paris, quelques heures avant que les téléphones dédiés au braquage s'allument à Toulouse. Le raisonnement policier consistant à dire qu'on avait ainsi identifié les auteurs des faits, qui éteignaient leur téléphone personnel avant de partir sur le repérage ou sur le braquage, allumaient le téléphone dédié le temps du braquage ou du repérage, l'éteignaient à nouveau pour rallumer leur téléphone personnel une fois rentrés chez eux. Mais en réalité, tout part du raisonnement policier. Les services de police ont identifié un certain nombre de numéros de portable. En fonction de la géolocalisation et de l'idée qu'ils se faisaient des agresseurs du fourgon, ils ont considéré que ces portables attribués correspondaient aux uns et aux autres. Ils ont suivi le cheminement de ces portables et concernant Vitini, ils considéraient qu'il avait fait le déplacement de Toulouse jusqu'à Aix-en-Provence, qu'à Aix-en-Provence, il avait joint son frère, qu'à travers son frère, il avait pris des contacts en Corse pour précisément faire exfiltrer Arcariès. La seule faiblesse, la seule faille du raisonnement, c'est qu'on n'a aucune certitude dans l'attribution des portables. C'est pas parce qu'ils ont à un moment donné émis en circuit fermé qu'on peut les attribuer avec certitude aux uns et aux autres. Et à partir du moment où, de l'examen des téléphones portables, des listings, est apparu un certain nombre d'incohérences, ce raisonnement a été mis à mal. Le 20e jour d'audience, c'est donc avec conviction, mais beaucoup d'incertitude, que l'avocat général prononce un réquisitoire sévère. Mais le jury ne le suit pas, et Ferrara emporte son second acquittement en moins d'1 an. Seuls Acariès et Bohème sont reconnus coupables. D'une part, j'avais 2 accusés qui étaient incontestablement impliqués dans le processus criminel, Bohème et Acariès. D'autre part, les bornages téléphoniques et les débats qui avaient été reliés à ceux-ci m'avait permis pour le moins de considérer qu'un doute sérieux existait en ce qui concerne la culpabilité d'Alexandre Vitini. J'ajoute que pour les autres, aussi évidente que me soit apparue leur mauvaise foi, aussi discutable qu'a été leur dénégation, je n'allais pas jusqu'à soutenir que les supputations, les rumeurs, les présomptions, les vraisemblances, les coïncidences étaient forcément des preuves absolues que la cour d'assises devait retenir en quelque sorte les yeux et l'esprit fermés. Aussi, j'ai tiré des conclusions à partir de la personnalité des accusés, notamment en ce qui concerne Antonio Ferrara, à partir d'un élément qui me paraissait central, la découverte d'un ticket de restaurant qui démontrait pour moi qu'il avait participé à des repérages et à l'action de novembre 2001. J'ai retenu le doute à l'égard d'autres accusés. J'ai tenté de bien partager les ombres et les lumières, les vérités incontestables et les probabilités un peu diffuses, et j'en ai en définitive déduit que 2 accusés devaient être condamnés et que les autres, mon Dieu, si ils ont été acquittés, je n'ai pas estimé, au regard de mon propre discours, que c'était un déni de justice scandaleux.